Au milieu des années 70, dans le nord de la France, un homme, Serge Ferraton, étrangle sa femme, puis viole et tue à coups de marteau un enfant de 11 ans. L'horreur des crimes soulève l'indignation de l'opinion publique, déjà révulsée par plusieurs crimes d'enfants et très favorable à la peine de mort. La tête de Ranucci vient de tomber, celle de Ferraton devrait suivre. Mais Ferraton n'est pas un criminel ordinaire. Cet homme, qui a passé plus de la moitié de sa vie en asile psychiatrique, rejette l'excuse de la folie qui lui éviterait un procès. Il revendique même la responsabilité de ses crimes, prenant ainsi le risque d'être exécuté. Pour lui, il y a deux vérités à défendre à tout prix. D'abord, aussi fou qu'il soit, il ne l'est pas totalement. Ensuite, c'est l'asile qui l'a détraqué et a fait de lui un meurtrier. Enfin, et ce n'est pas la moindre de ses particularités, Ferraton, pendant sa détention préventive, a écrit un livre pour dire sa vie de misère jusqu'à cette soirée du vendredi 13 septembre 1974, où son destin bascule des mains des médecins à celles des juges. L'histoire de Serge Ferraton se déroule entièrement dans le Nord, entre Douai, où il va être jugé, Armentières, où il a été interné, et Bruay-sur-l'Escaut, où il habite jusqu'au jour du drame. Ce vendredi 13, en rentrant du travail, Ferraton fait la tournée des bars. Après avoir écumé plusieurs cafés, il aperçoit deux gamins qui distribuent des prospectus. Il poursuit sa ronde, mais un peu plus tard, il croise à nouveau leur route. Il les fait alors monter dans sa voiture. Après être passé chez lui, il dépose le plus grand près d'un poste de police. C'est lui qui donnera l'alerte. Et avec le plus jeune, je suis parti dans les bois. Là, j'ai fait subir des violences à l'enfant. Un cyclomoteur est passé à quelques mètres. Le gosse a crié. J'ai eu peur. J'ai frappé. À deux reprises, il défonce avec un outil le crâne du petit Christian dont il abandonne le corps dans les buissons. De retour chez lui, au milieu de la nuit, il se débarrasse de ses vêtements. Il est en train de se rincer le visage lorsqu'il est interpellé. Emmené au commissariat, il avoue rapidement le meurtre de l'enfant, puis ajoute à la stupeur des policiers: j'ai aussi tué ma femme. En arrivant devant les Assises du Nord en décembre 1978, Ferraton succède dans le box à un autre meurtrier d'enfants, plus connu ici que Ranucci, Jérôme Carin. Cette même cour d'assises vient de le condamner à mort. Exécution de Jérôme Carin ce matin à la prison de Douai. Ce père de 5 enfants âgé de 36 ans avait été condamné à la peine de mort pour le meurtre en octobre 1975 d'une fillette de 8 ans avec tentative de viol. Depuis le début du septennat du président de la République, c'est la seconde exécution après celle de Christian Ranucci, également pour le meurtre d'une fillette. Au même moment, le comité d'études sur la violence, créé à l'initiative du garde des Sceaux, s'est prononcé contre le maintien de la peine capitale. Un avis qui va à contre-courant de l'opinion, qui s'est déclaré dans les récents sondages à 75% pour la peine de mort. Les jurés de Douai qui prennent place autour du président Paul ne peuvent pas ignorer cette pression de l'opinion, largement représentée dans l'assistance, qui réclame la mort pour les meurtriers d'enfants. Ils savent aussi qu'il n'y aura pas de grâce présidentielle. Au premier rang, sur le banc de la presse, de nombreux journalistes. Bruno Mattei était à l'époque correspondant du journal Libération dans le Nord. Il a largement rendu compte du procès dans les colonnes de Libé. C'est que c'était un procès qui a été, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, très suivi, enfin, très médiatisé, hein, parce que, évidemment, d'abord, Ferraton était un enfant du pays. L'horreur de ces crimes faisait que la population un peu s'interrogeait. Il y avait beaucoup de gens qui étaient, bon, ça c'est pas surprenant, pour la peine de mort. Donc il y avait un enjeu autour de ça aussi. Il y avait eu l'affaire de Bruy-en-Artois dans le bassin minier, aussi la petite Levève qui avait été assassinée. Des faits de société qui avaient vraiment marqué la population. Ranucci a été condamné à mort et Giscard n'a pas donné la grâce présidentielle et donc il a été exécuté. On craignait la même chose pour Ferraton. Que la mort ne lui faisait pas peur
et que cette société dans laquelle il avait mal vécu, dans laquelle il s'était cogné un peu à tous les murs, où il avait cogné lui-même, enfin bon, il le reconnaissait, mais ça pouvait lui valoir la peine de mort, mais c'était son affaire, enfin c'était presque, bon, oui, vous allez me condamner à mort, pourquoi pas. Le premier avocat de Ferraton veut plaider l'article 64 du Code pénal qui considérait les fous comme irresponsables. Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action. Pour Ferraton, c'est hors de question, fou peut-être, mais irresponsable jamais, et il renvoie son avocat. Devant les assises, il est assisté de 2 nouveaux conseils, Maître Salnave et Maître Revon. Christian Revon n'est pas un avocat classique. Il a aussi été élève infirmier en milieu psychiatrique. Dès leur première rencontre, Ferraton est très clair. Il faut que je vous demande ceci, c'est de ne pas plaider la folie, de ne pas dire que je suis fou, de ne pas bâtir la défense sur le fait que je suis fou. Je veux être responsable des actes que j'ai commis. Un homme de 28, 29 ans. On sentait un homme rude, connaissant la misère, si vous voulez, connaissant la pauvreté. Et son boulot, je vous ai peut-être jamais dit ça, son boulot, il était monteur-levageur. C'est celui qui monte les grues. Et les grues, elles montent très haut. Et quand on a monté l'axe principal, il faut aller au bout de l'axe porteur. Et monter peu à peu, élément par élément, ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous trouvez tout au bout. Pratiquement dans le vide. Je pense que c'est un homme qui était profondément, je dirais presque un peu absent de lui-même. Je dirais même, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Et qu'est-ce que j'ai fait? Nicole Salnave, son autre avocat, relève également le comportement de son client et ses rapports avec le président Paul. Monsieur Paul était juge d'instruction à Valenciennes, donc il avait connu Monsieur Paul comme juge d'instruction. Et il se retrouve à la cour d'assises, présidé par Monsieur Paul, qui était en fin de carrière et qui a terminé, je crois, sa carrière à la cour d'assises de Douai. Et Monsieur Paul était un homme, je dirais, assez truculent. Et avec Ferraton, moi j'ai le souvenir qu'il a, pendant l'audience, il lui a souvent tendu des perches pour essayer justement de minimiser sa responsabilité. Mais lui ne rentrait pas dans ce jeu-là. Il n'était pas d'accord, il ne voulait pas de ça. Il est extrêmement agressif dans son vocabulaire à l'égard du président. Hein, ça, il l'envoyait sur les roses, comme ça. Et je me souviens qu'à l'époque, je me disais, oh là là, il n'est pas en train de se rendre service, quoi, puisque c'est quand même la peine de mort. Alors ça peut basculer, les jurés vont dire, qu'est-ce que c'est que ce type, comme ça, qui s'en prend même à la justice française. L'attitude de Ferraton étonne. Il semble indifférent à son sort et à ses crimes, alors qu'il s'est battu pour obtenir ce procès. Pourquoi voulait-il absolument écarter l'article 64 ? Cet article 64 ne laissait aucune possibilité autre que fou ou coupable. Conséquence de l'article 64, le crime disparaît. Pas de crime, donc pas de procès, et retour direct à l'asile. Ça, c'est ce dont il ne voulait plus. C'est ce qui lui faisait absolument horreur. Plus que la peine de mort, plus que la prison. «
Maintenant, je pense qu'il a compris très vite aussi qu'il était lui-même à la charnière de quelque chose, lui-même à la frontière de lui-même. Il pouvait opter pour démissionner totalement, si vous voulez. Soit par la peine de mort, bon, pourquoi pas, soit par le fait justement de retourner dans cet univers de silence et d'abandon total de soi. Je pense que c'était pour lui une façon de ne pas plier quoi, devant l'institution et de revendiquer ce qu'il a fait. C'est une façon de conserver pour lui une espèce de dignité. Il dit bon, c'est moi qui l'ai fait. Puis voilà. Il voulait bien assumer toutes les responsabilités, mais il fallait qu'on reconnaisse celle des psychiatres. Et ce lien entre le crime et l'asile, il l'écrit toutes les nuits sur un petit cahier pendant sa détention préventive. Il y raconte sa pauvre enfance, son entrée à 9 ans en institution et l'horreur de l'internement psychiatrique à 14 ans. Ce cahier parvient à un ancien psychiatre devenu éditeur pour penser la psychiatrie autrement. Il s'appelle Bernard de Fréminville. En 1976, il reçoit le manuscrit de Ferraton. On reçoit ce petit cahier d'écolier écrit sans un remords. Et c'était un texte d'une exemplarité extraordinaire. Un homme racontait son enfance, son crime et sa position par rapport à la société. Et il disait ce que je viens de vous résumer, il disait dans ce livre, « Jugez-moi. Bien sûr que je pourrais faire le fou. On m'a fait faire le fou toute ma vie. Mais maintenant je dis stop. Guillotinez-moi si vous voulez, mais je veux récupérer ma présence dans ma propre vie, dans mon propre corps. Je veux exister par moi-même. Si ça me conduit en prison pour le restant de mes jours ou si ça me conduit sous la guillotine, je le ferai. » Et il avait choisi lui-même le titre, Ferraton, le fou, l'assassin. C'est-à-dire qu'il y a 3 mots importants. Il y a Ferraton, c'est son nom, c'est son identité, c'est sa vie. Il y a le fou parce qu'on l'a toujours désigné comme le fou, et il y a l'assassin parce qu'il se revendique comme assassin, parce qu'il ne peut pas échapper à ça, il est un assassin. Fait rarissime, dès l'ouverture du procès, jurés et magistrats ont en main le récit par l'accusé lui-même de sa vie et de ses crimes. Le point culminant de cette idée que sa parole avait été resituée dans sa plénitude, c'est quand le président du tribunal a pris le livre sur son bureau, l'a levé et a dit « Mais enfin, Ferraton, dans votre livre, vous dites ça. » Et là, c'est confondant, parce qu'il restituait Ferraton dans la justice de sa parole. Et les jurés étaient là, étaient témoins. Et c'est là qu'on a pensé que peut-être Ferraton avait gagné, non pas gagné sa liberté, parce que c'était impensable, avait gagné d'être jugé. Mais Ferraton ne pourra être jugé que si les jurés écartent la folie. Avant de condamner le criminel, il leur faut connaître l'homme, le gamin de Bruay-sur-l'Escaut qui s'est fait voler sa jeunesse. Ferraton naît effectivement en 1945 à Bruay-sur-Escaut, qui est une ville minière près de Valenciennes, à 5-6 km de Valenciennes. Quand il naît en 1945, c'est le redémarrage, si j'ose dire, du bassin minier, c'est à la Libération. Hein. Aujourd'hui encore conseiller municipal de Bruay-sur-l'Escaut, Monsieur Houppe se souvient de cette époque faste où les hommes remontant de la mine se retrouvaient autour d'une bière. Dans chaque quartier, si vous voulez, il y avait des gens, on jouait à la boule en bois, la grosse boule en bois. Bon, il y avait des gens se fréquentaient beaucoup. Hein. On faisait sa partie de boule, on buvait... On prenait 1 litre de bière et on buvait la bière. Hein. Bon, c'était classique. Hein. Et le vie de quartier, lui, j'insiste beaucoup sur le vie de quartier.
Et je crois que c'était ce qui avait le plus important à ce moment-là. La vie familiale dans les années 60, c'était disons l'épouse qui attendait le mari en faisant la popote, hein, qui préparait le repas de midi ou le repas du soir en général. Il y avait vraiment une vie de famille parce que les femmes pratiquement ne travaillaient pas. Mais chez les Ferraton, l'histoire s'écrit autrement. C'est la mère qui nourrit les 4 enfants en faisant des ménages. Handicapé à la suite d'un accident, le père ne travaille plus et pour avoir quelque chose à fumer, il oblige Serge à ramasser les mégots dans la rue. Et effectivement, derrière l'histoire de Ferraton, il y a bien, même si ce n'est pas évidemment une excuse, l'histoire d'une misère, de la misère d'un enfant des Corons, d'un enfant de Brouet-sur-Escaut qui a vécu comme ça un peu comme il a pu, donc sans cadre, je dirais, sociaux et sans cadre affectif très, très assuré. Ce sont des gens pauvres, hein, vivant dans des quartiers pauvres et pas sans noblesse, si vous voulez, pas sans dignité, loin de là, mais pauvres, pauvres matériellement, pauvres culturellement, pauvres socialement, tout quoi. Le seul endroit où Serge se sent au calme, c'est la forêt. Là, il est enfin heureux, loin de la maison où les coups pleuvent, loin de l'école où les moqueries fusent. Ses vêtements sont misérables, il n'a pas de cartable, on l'appelle la cloche. C'est quelqu'un qui a une vie extrêmement fruste et peu accompagné quoi, dans la construction d'une affectivité. Donc c'était quelqu'un qui était, par voie de conséquence, toujours sur la défensive ou l'offensive, c'est-à-dire prêt à rentrer dedans ou à dire les mots qu'il ne fallait pas, etc. En fait, les parents n'en venaient pas à bout de ce gamin qui était insupportable. Mais bon, comme tous les gosses, hein, je pense que... Mais peut-être un peu plus que d'autres, puisque j'ai gardé un souvenir très précis. Il buvait l'encre. Je crois que c'était l'époque où on avait encore des encriers dans les tables, dans les pupitres. Et il buvait l'encre de ces encriers. Bon, aujourd'hui, on lui mettrait, je sais pas moi, il se ferait gronder, puis il n'y aurait pas de suite. C'est un chieur, c'est tout. C'est un sale gosse. C'est un sale gamin. C'est pas un malade mental. C'est pourtant comme un malade mental qu'il va être traité. Dès son plus jeune âge, Serge a le tort de multiplier les bêtises et les menus larcins. Une pomme, une poule, un vélo. Plusieurs fois, il se retrouve chez le juge pour enfants. Un jour, c'est le vol de trop. Et le juge décide de le placer à l'Institut médico-pédagogique d'Armentières. Serge a tout juste 9 ans. C'est quelqu'un qui ruait un peu dans les brancards, qui ne s'accommodait d'aucune sociabilité, enfin, celle qu'on peut attendre d'un enfant. Et donc, c'est quelqu'un qui a été placé dans un IMP où il va rester un certain nombre d'années, un institut médico-pédagogique. Ça l'a marqué parce qu'on lui avait laissé entrevoir que bon, ça allait être un endroit comme ça, comme un pensionnat, enfin gentil, enfin, etc. Alors qu'en fait, la discipline était très dure. Hein. Situé sur le terrain de l'asile psychiatrique, l'IMP était tenu par des bonnes sœurs qui faisaient régner une discipline de fer. De 9 à 14 ans, Serge vit derrière ses murs au milieu de 400 enfants, arriérés profonds, psychotiques graves ou simplement abandonnés, qui n'ont droit à rien. Ni jouer, ni chanter, ni rire, ni courir. Pour cela, on leur mettait des chaussures trop petites. En arrivant, on m'a pris mes vêtements. Et j'avais une médaille de Sainte Rita et une photo de ma mère. Je voulais les garder. La sœur m'a dit que c'était interdit. J'ai râlé, j'ai pris une gifle. Ma première nuit a été au cachot. La nourriture était répugnante et les punitions terribles. Ceux qui ne finissaient pas leur assiette étaient gavés avec les restes, entrées, plats, desserts, mélangés dans une popote. Quant aux chahuteurs, ils étaient soumis à l'immersion. Roulés dans leurs draps, on les plongeait dans une baignoire d'eau glacée. Un gosse, brisez-le. Empêchez-le de crier, de jouer, de vivre sa vie d'enfant. Faites tout ce que vous voulez. Mais ne lui demandez pas plus tard pourquoi il n'est pas comme les autres. De temps en temps, une visite de sa mère lui remonte le moral.
il sait que l'IMP ne garde les enfants que jusqu'à 14 ans. En attendant cet anniversaire, il idéalise le retour au foyer. Mais le jour venu, une terrible déconvenue l'attend. L'IMP ne pouvait plus le garder, il fallait le rendre à la famille, et la famille n'en a pas voulu. C'est là que se joue le destin de Ferraton. Une autre vie était encore possible. Mais ne sachant que faire de lui, l'administration le fait interner à l'hôpital psychiatrique. Son destin est alors scellé. À 14 ans, Serge fait son entrée dans le monde des adultes, qui sera pour lui le monde des fous. L'IMP et l'hôpital psychiatrique sont ou dans les mêmes locaux, ou dans... Enfin, ça touche, quoi. Donc, il a fait que traverser une rue, si je puis dire. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, quand même, c'est que le juge des enfants n'ait pas trouvé d'autre solution, des placements ailleurs que là. C'est vrai que s'il avait eu la chance de rester dans son milieu familial, il aurait peut-être pu évoluer différemment. Il aurait été ouvrier, il aurait été à l'usine, il se serait marié, mais bon, il aurait peut-être eu quand même une vie plus heureuse, plus harmonieuse. Au début des années 60, l'hôpital psychiatrique d'Armentières compte près de 2500 malades répartis dans une vingtaine de pavillons. C'est un monde entièrement fermé, proche de l'asile du 19e siècle. Le docteur Rolland est psychiatre. Il arrive à Armentières au début des années 70, peu après la sortie de Ferraton. Les services de psychiatrie doivent être des services de médecine comme les autres, et je peux vous assurer qu'à l'époque, Armentières ne l'était pas. C'était ressemblait plus à une prison qu'à un service de médecine ou de psychiatrie. On ne savait pas trop ce qu'on faisait avec lui. C'est ça que je veux dire. On n'avait pas l'impression qu'il était soigné ou qu'il y avait une thérapie quelconque. Bon, il devait bien y avoir quelque chose, enfin je l'espère en tout cas. Ce n'est pas simplement du gardiennage. C'était surtout un endroit de relégation sociale. Je pense que c'était beaucoup plus la peur de la folie, puisque ça s'appelait comme ça, la peur du fou à l'époque, qui a conduit à la création de ces unités un peu concentrationnaires quand même. Serge est d'abord interné au pavillon 9. Là, tout le monde le caresse. Il est le plus jeune, les gardiens rigolent. Ici, il n'y a pas de femme. Il se sauve. Il est alors muté au 10, le pavillon des jeunes. Mais ce ne sera pas mieux. Dans son livre, il en parle comme de l'école du vice et de la dépravation. C'est là qu'il fait l'apprentissage violent de la sexualité. Un soir, pour éviter une bagarre, il laisse son lit à un camarade que l'on retrouve le lendemain mort, le crâne fracassé par un voisin de chambrée. Tout ce qui prévalait était essentiellement organiser un pavillon pour éviter que ces personnes agressent le personnel, s'agressent entre elles et ne s'enfuient et ne s'évadent. Les évasions, Serge va les multiplier. La sanction ne tarde pas, c'est l'internement au 11, le pavillon de force, le plus dur, celui qu'on ne visite pas. À chaque évasion, il y retourne. Le système de psychiatrie est un système clos. Donc il fallait bien une loi et une discipline, et la loi et la discipline étaient faites par le système de psychiatrie lui-même. Donc dans le système de psychiatrie, les gens qui embêtaient les autres étaient envoyés au pavillon 11, qui était la prison dans l'hôpital. Mais cette prison était tout de même très particulière, hein. C'était véritablement une prison, hein. C'était des cellules avec des lits complètement intégrés dans le sol, avec... Bon, les gens, moi j'ai vu pas mal de gens à poil dans les cellules. Enfin bon, les conditions étaient inhumaines. Il faut dire les choses comme elles sont. C'était des conditions terribles. Mais en même temps, les personnels qui étaient avec ces personnes étaient, je trouve, bien abandonnés, hein, tout de même, et étaient obligés de régler tous les problèmes d'une certaine manière eux-mêmes. De temps en temps, Serge bénéficie de permission. Il quitte Armentières pour retourner dans sa famille, comme ici, lors des vacances de Noël 1963. Mais il n'a plus l'habitude de la liberté et il en ignore les règles. Moi, j'ai le vague souvenir également qu'il a fait des petites rentrées et sorties, soit avec des permissions pour retourner dans sa famille, soit des périodes de liberté, mais il a rechuté, soit pour des atteintes à la pudeur, soit des petits chapardages. Et alors, à chaque fois, soit on le déclarait responsable, soit on le déclarait irresponsable. Un jour, il est interné à l'hôpital de force de Sarreguemines. Il y passe 4 ans
avant de savoir pourquoi. Il aurait tenté de tuer son père. C'est du moins ce qu'a affirmé une voisine. Sa parole a suffi, celle de Serge n'a pas été sollicitée. À Sarreguemines, il est confronté à une de ses pires angoisses, la lobotomie, cette amputation d'une partie du cerveau qui transforme des hommes en robots. C'est un hôpital forteresse, quelque chose comme ça, déjà. Et alors, c'est ce contact avec les lobotomisés qui hurlent, qui refusent. Et apparemment, ce sont des expériences qu'on fait, on ne leur demande pas beaucoup leur avis, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. On agit pour leur bien, mais bon. Et alors, il était quand même assez jeune quand ça lui est arrivé, enfin, quand il a vécu ça. Et je pense, moi, j'ai souvenir de ce qu'il raconte, c'est ces cris des types revenant des salles d'op, hein, où manifestement on les a charcutés. Et après, quand ils se réveillent, enfin, moi, c'est le seul souvenir que j'ai, mais c'est celui qui m'a vraiment marqué. Lorsqu'il retrouve enfin la liberté, Ferraton a 26 ans. Il ne connaît pratiquement rien de cette société qu'il va désespérément tenter d'intégrer. Nous sommes au début des années 70, le chômage est quasi inexistant et il trouve facilement du travail. Son véritable espoir est ailleurs, rencontrer celle avec qui il fondera un foyer, ce foyer qui lui a tant manqué. C'est en se raccrochant à ce rêve qu'il a supporté la solitude, les coups, les drogues. Ce rêve lui semble maintenant à portée de main. Et pourquoi pas? C'est le rêve banal de ce qu'on appelle à l'époque le français moyen. Mais Ferraton ignore qu'en quittant l'asile, il n'a pas quitté la folie. Non pas la sienne, mais celle qu'on lui prête. Toutes ces années d'asile, ça ne peut pas être pour rien. Les médecins ne sont pas fous, il doit bien y avoir une raison. Et partout où il va, son passé ressurgit. Dès que l'étiquette de fou le rattrape, ses gestes sont scrutés, ses collègues le fuient, sa vie devient impossible. Ferraton fait l'amère expérience de ce qu'on appelle la stigmatisation. C'était dur du jour au lendemain de faire comme les autres. Les premiers temps, Serge goûte pleinement cette liberté retrouvée. Il est revenu à Bruay, a quelques amis, trouve des petits boulots, drague les filles. Et puis un jour, il voit une jeune fille en train de laver la vitrine d'un magasin. Elle s'appelle Marianne, elle n'est pas plus jolie que les autres, mais derrière son sourire, Serge devine une tristesse qu'il connaît bien. Marianne est une enfant de l'assistance publique. Comme lui, elle n'a pas eu de foyer. Ensemble, ils vont en construire un. Ils s'installent rue Voltaire en rêvant d'une vie enfin normale. J'étais heureux. Pour la première fois de ma vie, j'oubliais mon passé. À l'époque, Madame Chevalier habitait le même quartier que le jeune couple. Elle était bellotte, elle était pas très grande. Pas grosse surtout, elle était pas grosse, même pas grosse assez. Et puis toujours l'air malheureux, quoi, si vous voulez. Elle avait toujours une jupe et un corsage, mais moi je regardais pas. Je dis qu'elle ne regardait personne, mais quand il est arrivé, moi non plus. D'abord souvent mon voisin, quand il le voyait arriver, il rentrait. Maintenant qu'il a quelqu'un près de lui, Serge reprend confiance. Il trouve un travail fixe et décide de se marier rapidement. Je me marie, et cela se passe seul, comme un chien. Et le soir, c'est en tête-à-tête qu'ils fêtent leur union. Pour ses voisins comme pour sa famille, il n'est que le fou. Ce sont des gens qui sont voués à rester et à évoluer dans leur petit monde avec, bien évidemment, des étiquettes lourdes à porter. Et il faut s'en accommoder. Mais ce n'est pas surprenant qu'à chaque fois qu'il y a eu quelque chose de douteux dans le quartier ou dans le coin, il ait été interpellé. Quelqu'un qui a passé 15 jours à l'hôpital psychiatrique, toute sa vie, sera considéré par son entourage proche et lointain comme ayant été fou. Et fou un jour, fou toujours. Il n'y a pas d'amnistie en matière de folie. On ne peut pas. C'est un phénomène pour tous les gens qui passaient à l'époque par l'hôpital psychiatrique. Ils étaient marqués. La stigmatisation était terrible. Au niveau du boulot, ils risquaient de perdre leur emploi. Et ça, c'est encore vrai actuellement. Les difficultés 30 ans après, on peut dire que les pratiques de psychiatrie de l'époque Ferraton n'existent plus.
Mais la stigmatisation existe encore et on risque encore d'avoir des difficultés familiales, d'avoir des difficultés au niveau de l'emploi et de se retrouver seul, une solitude terrible. Dans ce milieu, c'est un petit monde où tout le monde est à l'affût du voisin. Les femmes sont derrière leurs rideaux. Au marché, on papote, on colporte les ragots les uns les autres. Donc, ça aurait été extrêmement dur. Il aurait fallu qu'ils s'éloignent. Quelques mois plus tard, Marianne tombe enceinte. Les disputes commencent. La naissance du premier enfant ne change rien. Marianne ne s'en occupe pas. Elle ne fait pas non plus la cuisine. Quand Serge râle, elle lui dit d'aller se faire soigner. C'était pas une maison, hein. C'était une pièce simplement, avec tout dedans. Le lit, tout était dedans. Et il vivait là, trois, avec le petit gamin. J'ai jamais été chez les Ferratons, hein. Mais je les voyais passer, souvent, presque tous les jours d'ailleurs, puisque je faisais ma aventure et mon ruisseau. C'était lui qui poussait la voiture d'enfant. Bon, ils allaient chez les parents à Ferraton. Les parents que personne ne disait bonjour, pourquoi, je ne sais pas. Ils ne disaient pas bonjour aux parents, voilà. Ils n'avaient pas l'air quand même moins que les autres. Serge a de plus en plus de mal à garder un emploi. Dès qu'il y a un délit dans le quartier, les flics débarquent sur son lieu de travail. C'est un suspect idéal. Il perd tous ses emplois, les uns après les autres. Début 74, un deuxième enfant naît. Mais au printemps, Ferraton n'a plus rien. Plus un sou, plus de boulot et son couple est en faillite. C'est alors qu'il se rend chez Maître Salnave. J'ai eu en face de moi un type qui se présentait bien, beau garçon, grand bel homme, bien habillé. C'est un type qui avait de l'allure, hein. Il n'avait plus de boulot, il n'avait plus de meubles, il n'avait plus rien. Je crois que c'était vraiment la dèche totale. Et il m'avait dit, je vais placer mes enfants, je vais mettre mes enfants à la DAS. Je crois qu'il adorait ses enfants et l'idée que ses enfants, c'était vraiment le déchirement, c'était tout, c'était l'échec. C'était l'échec de... Il avait commencé à se construire une vie et tout retombait. Donc il repartait dans ce cercle infernal. J'ai l'impression qu'il était marié avec une fille un peu... pas très à la hauteur, si je puis dire. Qui était peut-être un peu volage, qui avait eu quelques... Il n'était pas très clair, d'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, il n'était pas très sûr non plus de sa paternité sur ses enfants. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle il l'a étranglé. Le 9 août au soir, une dispute de plus éclate. Serge reproche à Marianne de ne pas s'occuper de leur deuxième fils. Elle lui renvoie son adultère à la figure. « Mais t'occupe donc pas de ce gamin, il est pas de toi. Va plutôt te faire soigner, ma boule. » Et elle est tellement sûre d'elle et elle rit tellement que toute la haine de Serge remonte. Haine de l'enfance volée, de l'asile, du rêve brisé. Et il l'étrangle avec une ceinture de robe de chambre. Il l'avait étranglé et il y avait une photo de Julien qu'ils avaient coupée pour l'extraire parce qu'il s'était rentré dans les chairs. Et c'était un petit truc comme ça, alors que bon, même c'était peut-être plus mince que moi, mais enfin quand même, vous imaginez ce que ça peut représenter. Il enveloppe ensuite le corps de Marianne dans une couverture, puis va se rendre au commissariat. Mais par peur d'être renvoyé à l'asile, il poursuit son chemin. Il passe la nuit assis près du corps et repart travailler le lendemain. En rentrant, il creuse une tombe dans la remise et coule une dalle de béton. C'est les voisins. Il habitait dans une cour là, dans la rue Voltaire, qui se sont dit, tiens, Marianne, elle n'est pas là. Il a répondu, non, elle est partie dans le Pas-de-Calais, dans sa famille. Le meurtre de Marianne passe inaperçu. Pendant 5 semaines, Ferraton tente de noyer ses remords dans l'alcool. En vain. Jusqu'à ce vendredi 13 septembre, où il croise la route de 2 gamins et tue une seconde fois. Un jour, mon voisin, qui prenait le journal, moi je ne le prenais pas, du coup on avait la radio, il n'y avait pas de télévision à ce temps-là. Hein. Il me dit, vous savez la nouvelle? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors il me dit que monsieur Ferraton, il m'a pas dit monsieur, ce garçon que vous voyez passer tous les jours avec sa femme, il me dit, il est accusé d'avoir tué sa petite jeune femme. Et c'était vrai. Quand les policiers, d'après, les ont dit, parce que les langues, ils vont bien, mais quelquefois bien à tort. Hein.
On l'a retrouvée, elle était intacte, elle a été momifiée puisqu'il l'avait mis dans la soute à charbon, enfin une espèce de dalle en béton dans laquelle on gardait le charbon, et elle était complètement conservée. Marianne. Elle s'appelait comme ça, la jeune dame. Mais c'était pas Marianne, hein, parce que sur sa tombe, ce qui est au cimetière de Breuil, au long du mur, c'est marqué Marie-Anne, après. 20 ans. C'est tout ce que c'est marqué. Et quand j'allais chez ma tante de ma belle-mère, qui n'est pas bien loin, je mettais toujours une fleur ou deux sur sa tombe. À l'égard de sa femme, il avait peut-être de bonnes raisons, encore qu'on ne doit pas tuer, mais à l'égard de ce gamin, qui lui ne lui avait rien fait. Le gamin, c'est l'acte gratuit. Il a dit qu'il avait été interrompu parce qu'il y a eu une voiture qui est passée pas loin ou des bruits qui ont fait qu'il s'est précipité, il l'a assommé avec une clé à molette et qu'il l'a laissé mourir dans la forêt. En revendiquant ses crimes, Ferraton dérange terriblement, parce qu'il assume son identité d'assassin, parce qu'il refuse de jouer le seul rôle qu'on lui ait appris, le fou. Il est prêt à payer pour ses crimes, mais il veut faire payer la psychiatrie pour avoir fabriqué le criminel. Son combat dépasse alors sa propre affaire pour rejoindre un débat qui traverse la société de l'époque. L'asile est-il la seule réponse à la folie ? Où est la ligne de clivage entre justice et psychiatrie ? Face aux tenants traditionnels de l'enfermement, apparaît au début des années 70 un courant antipsychiatrique qui dénonce l'inefficacité de l'asile et la déresponsabilisation des fous. Le procès Ferraton arrive à point nommé. Les experts et témoins qui se succèdent à la barre le deuxième jour du procès ne parviennent pas à emporter la conviction des jurés sur la folie éventuelle de Ferraton. Qui doit mettre les gens dans l'enfermement? Les gens de la justice ou les médecins? Parce que dès lors que c'est les médecins, il n'y a pas de sentence, il n'y a pas de durée. Dès qu'il y avait des histoires à la fois de délinquance juridique et des histoires de médecine, il y avait une confusion des rôles qui ne permettait pas aux médecins d'être vraiment à leur place. C'est un monde totalitaire. Un monde totalitaire, non seulement il prend en compte la totalité de la vie des individus qui y vivent, et d'autre part, se crée ses propres règles du jeu de plus en plus loin des règles de la société. Il ne faut pas laisser aux psychiatres la possibilité de trancher un débat de société. La psychiatrie n'est pas un monde à part, c'est un monde dans la société. Il devient de plus en plus clair que la psychiatrie asilaire est au cœur de l'accusation. Soit Ferraton était fou et l'asile ne l'a pas soigné, soit il n'était pas fou et l'asile l'a détraqué. Dans les deux cas, le constat est sans appel pour la psychiatrie, comme le décrit Paul Lefebvre au journal d'Antenne 2, avant d'ajouter « Ce que dit Ferraton, sévices, violences, camisoles chimiques, promiscuité, homosexualité forcée, ce que dit Ferraton est vrai. Vrai dans certains établissements psychiatriques en France en 1978. » À côté des hôpitaux modèles que montre la télévision, la réalité de la psychiatrie de l'époque peut être terrible. Jean-Luc Rolland et Bernard de Fréminville le découvrent en arrivant dans leur premier poste. Un malade difficile avait le droit, je pense, à l'ensemble de la thérapie. On en est arrivé très tardivement à ne plus faire d'électrochoc à Armentières, plus d'insuline. Le bouquin de Ferraton, j'ai rien trouvé de particulièrement anormal, on peut dire, dans ce livre. C'est un peu la réalité. Il a décrit une réalité qu'on vivait à l'hôpital psychiatrique à l'époque. C'est une réalité difficile. Hein. Quand je suis arrivé dans mes premiers services, les gens étaient attachés au radiateur. Les murs étaient rongés d'urine jusqu'à 1 mètre de hauteur. Dans un des services où j'ai travaillé, il y avait 35 femmes. Elles étaient toutes là depuis plus de 30 ans. Elles n'avaient pas la moindre idée de pourquoi elles étaient là. Donc, si vous voulez, c'est un monde concentrationnaire, totalitaire, épouvantable. C'est grave, cette petite idée de goulag, et cela choque visiblement les jurés, déjà traumatisés par le récit de 2 meurtres. 2 meurtres
dont Serge Ferraton revendique toujours la responsabilité avec une ténacité qui surprend, mais qui lui semble être sûrement la seule voie pour faire reconnaître sa propre raison. Cette responsabilité, Ferraton s'y accroche pour refuser l'identité de fou et imposer celle d'assassin qu'il s'est forgée. Moi, je pense qu'il s'est construit dans ses crimes, il les a revendiqués, et ça lui donnait un semblant d'identité. Paradoxalement, je pense qu'il avait un semblant d'identité là-dedans. J'avais consulté également un homme, un professeur de psychiatrie, si vous voulez, qui était parmi les plus justement réputés, si vous voulez. Le docteur Bailly-Salin. Je raconte l'histoire. Il moufte pas, il dit pas un mot. Je raconte l'histoire, mais crûment, hein, pour la femme et pour l'enfant. Et vous savez, tout d'un coup, je m'arrête, et vous savez ce qu'il me dit à ce moment-là? Mais votre client, il est en train de guérir. C'était une sorte de révélation pour moi. Mais votre client, il est en train de guérir. Mais guérir de quoi? Ben, guérir de sa maladie mentale. En tuant sa femme, en sodomisant et en tuant un enfant. Il m'a dit oui. Pourtant, quand le président insiste auprès de Ferraton pour obtenir des détails sur le crime, celui-ci se trouble, s'emporte et finit par répondre « Condamnez-moi si vous voulez, mais arrêtez ce cinéma ». Et il quitte la salle. Sentant passer le vent du couperet, Maître Revon va chercher son client. Ferraton était complètement prostré, comme ça, hein, et il me dit une chose absolument admirable. J'en ris maintenant, tellement c'est juste. Il me dit, mais ils vont me faire devenir fou. Je lui dis, Ferraton, il faut que vous reveniez. En votre absence, ils feront n'importe quoi. Cette parole qu'il s'est battu pour récupérer, Ferraton est sur le point de la perdre. Pour lui aussi, ses crimes sont insupportables. Mais les arguments de Revon font mouche et il revient. Le président reprend la lecture des procès-verbaux. Et tout à coup, j'entends derrière moi une petite voix. Non, 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 monsieur le président. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Je vais vous dire exactement comment ça s'est passé. Dites-nous, Ferraton. Je me suis dit... Il est sauvé. Il est sauvé. L'avocat général, lui, tenait pour la séparation stricte entre folie et raison. Il dit, vous nous dites qu'il est coupable? Ah ben, il est coupable. Vous avez regardé le code pénal, hein? C'est la peine de mort, donc je requiers la peine de mort. Donc il a requis la peine de mort. Hein? Mais comme Ferraton avait dit, la tête, rassurez-vous, c'est pas mon problème, c'était pas mon problème non plus. L'avocat général termine son réquisitoire par ces mots. Il est allé dans une région située au-delà de toute rédemption. J'ai l'honneur de requérir la peine de mort. Dans le silence qui suit, tous les yeux se tournent vers Ferraton. D'une voix humble, il répond « Je suis d'accord avec vous ». Voilà qui ne va pas faciliter la tâche de ses avocats au moment d'attaquer les plaidoiries. Notre travail, c'était ça, c'est de faire passer au public, aux jurés surtout, de leur faire toucher du doigt la réalité de ce que ce type avait vécu depuis, là, je vous dis, pour moi, c'est 8 ans. En s'appuyant sur les convictions de son client, Maître Revon plaide ensuite la part de raison du criminel et la part de folie de la société.
Il rejoint alors la pensée de Michel Foucault, un des plus grands philosophes du XXe siècle, qui a publié des ouvrages majeurs sur la folie. Les crimes qu'il a commis, c'est pas lui seul qui les a commis. C'est pas lui seul qui les a commis. C'est quelque chose de nous aussi. De quelque chose de nous qu'on a toléré. Il n'est pas seul. On doit en assumer une part aussi, nous. En suivant Michel Foucault, j'ai plaidé carrément qu'on peut être fou et coupable. Fou pourquoi? Parce qu'il avait un passé psychiatrique lourd déjà. Oui. Et je disais ça dans mon langage à l'époque, je disais, mais on a le droit d'être fou. Maintenant, prenez un peu de distance. Il y a chez vous quelqu'un qui est capable de voir ce que vous êtes. Il y a une partie saine, il y a une partie occupée par la raison. Et donc j'avais plaidé et fou et coupable. Effectivement, il y a toujours une part d'individu qui peut comprendre s'il a commis un méfait, et comprendre au moins qu'il doit passer devant la juridiction des hommes. Ça n'empêche pas qu'on puisse le soigner. Voilà, ça n'empêche pas. Et moi je trouve, de ce côté-là, je pense que Ferraton a été courageux, lucide et intelligent. Quand les jurés se retirent, personne ne peut présumer de leur verdict. Après 90 minutes de délibération, ils répondent non à la préméditation, oui à la culpabilité, mais avec circonstances atténuantes. C'est la réclusion criminelle à perpétuité. Dans la salle d'audience, c'est quand même pas courant. En général, les gens restent zen, même si... Mais j'ai le vague souvenir qu'il y a eu tout un mouvement de foule vers lui pour le traiter d'assassin. Ce type, je suis comme lui. Je ne suis pas un autre type d'humain. C'est pas de sa faute. C'est la faute de la société. Et là, au cas particulier, vraiment, je crois qu'on peut vraiment dire qu'il est tombé dans un... Il a été broyé par une machine infernale, en fait. Tout un système qui, malheureusement, devient impersonnel, devient... Mais bon... Malheureusement, ça aussi, le drame, c'est que ça peut nous arriver tous les jours. Ça peut arriver à n'importe qui. Si Ferraton a été jugé comme il le demandait, c'est parce que sa parole a été plus forte que tout autre. C'est terrible à dire, mais il a sans doute vécu, au moment de son procès, un des rares moments de sa vie où on l'a écouté. Ferraton s'est décrété citoyen. Et donc il a pris la parole, et il a pris la parole en tant que citoyen, dire bon, la citoyenneté, à mon avis, prime sur la folie, quelle qu'elle soit. On n'a jamais le droit de considérer qu'un homme n'est pas un homme, qu'une femme n'est pas une femme, qu'un être humain n'est pas un être humain. Ça, c'est vraiment le crime. C'est ça le crime. Depuis plus de 30 ans, Serge Ferraton purge sa peine de réclusion à perpétuité. Une vraie perpétuité, puisqu'à 63 ans, il n'aura connu que 13 ans de liberté pour 50 ans d'enfermement. En supprimant l'article 64, la réforme du Code pénal de 1994 a confirmé la plaidoirie de Maître Revon. On peut désormais être fou et coupable. À Armentières, le docteur Roland a fait fermer le pavillon 11, le pavillon de force. La politique de sectorisation des soins psychiatriques a vu fondre le nombre d'internés. Mais la stigmatisation des malades mentaux demeure, le fou fait toujours peur. Ferraton aussi,
Toutes ces demandes de libération conditionnelle sont rejetées, comme l'avait confié le président Paul à maître Salenave. Après le verdict, personne ne prendra jamais le risque de le libérer.